Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce samedi 18 novembre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé cet après-midi les travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les parkings d'avions vont augmenter. Ils vont passer de 15 à plus de 26 d'ici à 2019. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est en mission au Canada. Il prend part à la conférence mondiale des ministres de la Défense sur le maintien de la paix de l'ONU. L'expérience ivoirienne en matière de sortie des crises a été partagée. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui se poursuit. Le dossier de ce 20 est donc consacré à la sécurité alimentaire. Nous irons à la découverte de Boku ou le manioc miracle du CNRA pour lutter contre la faim et la pauvreté. Enfin, au Zimbabwe, des manifestants ont investi la rue ce samedi à Harare. Un rassemblement pacifique pour demander le départ du président Robert Mugabe, assigné à résidence par l'armée qui a pris le contrôle du pays. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il était 21h17. C'est le titre d'une œuvre, un recueil de poèmes dont l'auteur est notre invité de la page culture de ce samedi. Éric Kofo est inspecteur de profession, juriste de formation, surtout un amoureux des lettres. Il a donc choisi la poésie pour interpeller ses lecteurs sur des mots tels que le tabagisme, l'insalubrité, les grossesses en milieu scolaire. Mais le poète est-il entendu, compris par ses lecteurs? Notre invité nous en dira davantage dans quelques instants. Bonsoir, monsieur Éric Kofo. Bonsoir, madame. Vous avez donc choisi la poésie pour véhiculer votre message aux lecteurs. C'est bien cela. Et on va se retrouver dans quelques minutes, une trentaine de minutes exactement, pour décrypter votre recueil de poèmes. Il était 21h17. À tout à l'heure. Tout d'abord, prenons la direction de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, où s'est rendu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly cet après-midi pour lancer les travaux d'extension d'une capacité actuelle de 15 parkings d'avions. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny devra compter un peu plus de 26 parkings d'ici à 2019. Alexis Ouedraogo. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan étend ses ailes et développe ses infrastructures. Ce samedi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a découvert la maquette de l'extension. Elle vise à optimiser le trafic sur l'aéroport, au départ comme à l'arrivée. Ce projet d'extension nous permettra de mettre en place des infrastructures modernes et d'assurer un service de qualité et compétitif qui fera de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny un véritable pôle économique d'intégration sous-régionale ouvert sur le monde. Pour le ministre Amadou Koné, ministre du Transport, il s'agit aujourd'hui de faire de l'aéroport d'Abidjan une référence. Ce projet va nous permettre d'accueillir plus d'avions, plus de compagnies aériennes et de fréquences, ainsi que d'accompagner le développement d'Air Côte d'Ivoire, première compagnie aujourd'hui de la plateforme en termes de trafic passager. L'extension de l'aire de stationnement avion avec la création de 11 postes de parking avions supplémentaires. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, s'est félicité de l'amélioration constante ces dernières années de l'aéroport qui a su faire face au flot des rencontres internationales dans le pays. Il a aussi salué les certifications obtenues dont la FAA en 2015 et la certification sécurité en juillet dernier. Cette certification qui doit être confirmée en décembre devra permettre d'avoir des vols directs Abidjan-Washington. De façon particulière, notre aéroport a toujours été à la hauteur des attentes du gouvernement à l'occasion des grands événements que notre pays abrite, avec des flux importants de passagers. Et je voudrais mentionner à cet égard les Jeux de la francophonie qui se sont déroulés au mois de juillet dernier et le dernier rassemblement du mouvement pour le renforcement de la nutrition il y a une semaine. Je reste également convaincu que la communauté aéroportière saura relever le défi du sommet Union africaine, Union européenne, que notre pays abritera les 29 et 30 novembre 2017. D'un montant de 17 milliards de francs CFA, le chantier doit être livré fin juin 2018. L'occasion pour Amadou Gon Coulibaly d'inviter les différents acteurs à des travaux de qualité. Ces entreprises sélectionnées pour leurs compétences et leur expertise devront traduire
par la qualité de leurs travaux, cette ambition affirmée de notre pays de disposer d'un espace aéroportuaire conforme à notre position de hub sous-régional. L'aéroport d'Abidjan entend d'ici 2025 accueillir près de 10 millions de passagers. Plusieurs autres projets l'entourent, notamment l'Aérocity, la ville aéroportuaire. Et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est envolé pour le Canada. Il prend part à la conférence mondiale des ministres de la Défense sur le maintien de la paix de l'ONU. L'expérience ivoirienne en matière de sortie des crises a été partagée par le ministre Ahmed Bakayoko. Explication Hamza Diaby. La conférence des ministres de la Défense sur le maintien de la paix de l'ONU se tient ici à Vancouver au Canada depuis le 9 novembre dernier. Une conférence qui porte sur la recherche des voies et moyens devant permettre à l'ONU et aux États membres de travailler ensemble en vue d'adapter au mieux les opérations de maintien de la paix au contexte dans lesquels elles se déroulent. Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense, y prend part pour partager l'expérience enrichissante de la Côte d'Ivoire avec ses homologues du monde entier. La mission de maintien de paix de l'organisation onusienne ayant été couronnée de succès en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très heureuse de venir à cette conférence, d'abord pour exprimer sa reconnaissance aux Nations Unies, qui ont apporté avec tous les pays membres une contribution importante dans la résolution de la crise ivoirienne, qui a vu une mobilisation pendant une dizaine d'années d'une mission de l'ONU. Et aujourd'hui, après la sortie de crise, nous avons travaillé à retrouver une normalité. Nous sommes aujourd'hui membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous sommes prêts à projeter des troupes donc en tant que pays contributeur pour le maintien de la paix sur les théâtres d'opération de l'ONU. Au cours de cette rencontre qui a débuté le 9 novembre dernier pour prendre fin ce dimanche, l'ONU rend compte de l'état de ses engagements antérieurs et de l'état de préparation des opérations à venir. Le premier responsable ivoirien de la défense profite de cette occasion pour échanger en privé avec plusieurs de ses homologues, notamment le sous-secrétaire américain à la défense, Patrick Shanahan. Place ici en Côte d'Ivoire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle est au cœur du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Ce samedi, donc, à la faveur de cet important événement, la Commission de l'Union africaine et le gouvernement ivoirien ont commémoré la 8e journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'idée est de motiver les décideurs politiques et tous les acteurs à donner la priorité à la promotion des systèmes alimentaires durables. Gabriel Zani. Ils sont tous unanimes sur un fait, investir dans les systèmes alimentaires durables. Mais investir suppose une volonté politique et il revient aux États de le faire pour éradiquer la faim en Afrique. Ce samedi, le ministre ivoirien de l'Agriculture, les commissaires de l'Union africaine, de la FAO et bien d'autres experts chargés de l'alimentation ont porté la cause de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Notre département de l'économie rurale et de l'agriculture met en œuvre des activités visant à aider les États membres à mettre en place des programmes permettant aux populations vulnérables, en particulier aux personnes vulnérables, d'accéder à ces aliments sûrs, sains et nutritifs tout au long de l'année. Reformer les systèmes alimentaires dans les pays, moderniser l'agriculture pour produire en quantité suffisante, cela renvoie à prioriser, à allouer des budgets conséquents à ce secteur supporté en grande partie par le monde rural. Je voudrais m'attarder sur la communication de l'expert brésilien. Ce que j'ai retenu pour l'expérience de ce pays frère, au départ, était la volonté politique. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'au nom de mes collègues ministres ici présents, rassurer nos partenaires que l'engagement politique ne fera pas défaut. L'objectif de la commémoration de la 8e journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est de motiver les décideurs politiques et tous les acteurs à prioriser délibérément les investissements dans la promotion des systèmes alimentaires durables pour une alimentation saine. Et la BAD prend part au SARA 2017. La Banque africaine de développement s'est prononcée sur la transformation structurelle de l'économie agricole. L'institution financière préconise un nouveau modèle économique, comme nous l'explique dans les détails Lansine Bakayoko.
Des problèmes de marché, d'intrants de qualité, des difficultés d'accès au financement et de formation adéquate comme les nouvelles technologies. Bref, les entraves à l'avènement d'une véritable économie agricole africaine sont nombreuses. Pour les producteurs du continent, il est temps de changer de modèle. Depuis le temps d'Oufoué jusqu'à nos jours aujourd'hui, nos agriculteurs, c'est avec la daba, la machette qu'ils travaillent. Et cela ne peut pas permettre aux agriculteurs ivoiriens de bien travailler. Il faut la mécanisation dans l'agriculture. Face à ces défis, la Banque africaine de développement BAD, à travers sa stratégie Nourrir l'Afrique, a actionné 3 grands leviers. Développer les savanes agricoles, mettre en place des systèmes agraires adaptés et surtout intéresser les jeunesses africaines à l'agriculture. Je veux que les jeunes qui me regardent voient que l'avenir de l'agriculture, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme c'est pas bon, c'est sexy, c'est quelque chose qui est cool. Déjà, sur les 10 prochaines années, 24 milliards de dollars ont été alloués à des établissements financiers. Objectif, financer les porteurs d'innovation dans le domaine agricole, mieux faciliter l'accès au crédit. Il s'agit de passer de l'Afrique importatrice à l'Afrique exportatrice de denrées alimentaires. Il ne faut pas que l'Afrique reste à la baisse de chaîne de valeur. Il faut que l'Afrique rentre à l'auteur de chaîne de valeur, dans la transformation de toutes les choses que nous produisons. Aujourd'hui, l'agriculture représente 25% du produit intérieur brut de l'Afrique. En s'appuyant sur les 65% de réserves de terres arables disponibles, la Banque africaine entend transformer l'Afrique en principal grenier du monde. Et toujours dans l'ambiance du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui se poursuit. La rédaction vous propose ce soir un dossier consacré à la sécurité alimentaire. Nous irons à la découverte de Boku, ou le manioc miracle du CNRA, Centre national de recherche agronomique pour lutter contre la faim et la pauvreté. Boku ou manioc miracle, un dossier signé Jean-Luc Mambo. Marché de vivrier à Bouaké. C'est ici que Dame Sanogo achète le manioc pour le repas du jour. Elle s'assure de faire le meilleur choix. Le manioc fait partie de mon alimentation habituelle. Je mélange ça avec la banane. Comme je consomme beaucoup le foutou, et c'est ici que j'achète le manioc. Et en tout cas, il est très bon. Il est très bon. Quand on pille là, ça tire bien, et puis c'est sucré, et puis c'est pour tout. Il y a les gens qui quittent là-bas et disent non, c'est trop bon, il faut me donner encore. Ce manioc qui suscite tant d'éloges de la part de cette vendeuse est en réalité la variété de manioc dénommée Boku. Une variété conçue par les chercheurs du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. C'est ici, à la station de recherche sur les cultures vivrières à Bouaké, que cette variété a été développée, ainsi que plusieurs autres par l'équipe du docteur Nzoué Boni. Nous avions mis au point 8 variétés améliorées qui sont dénommées Boku. Alors, les premières variétés qui ont été mises au point, c'est Boku 1, Boku 2 et Boku 3. Et la dernière série, c'est Boku 4, Boku 5, Boku 6, Boku 7, Boku 8. Et la particularité de ces variétés, c'est qu'elles sont productives. Vous avez les rendements qui partent de 30 tonnes à 40 tonnes l'hectare avec un taux de matière sèche très élevé. Ces différentes variétés ont été mises en place à partir de 2008. Testées dans des sites pilotes, les résultats ont été jugés satisfaisants. Des rendements moyens de 30 tonnes à l'hectare, là où les variétés traditionnelles produisent 8 tonnes et la possibilité de transformation en plusieurs sous-produits. Ce qui a permis une vulgarisation rapide de ces variétés. Une fois que la variété est mise au point, le CNRA produit la semence de base. Et cette semence de base est proposée à l'ANADER. L'ANADER prend le relais pour la diffusion de ces variétés en milieu paysan. Nous créons ces variétés pour répondre aux conditions du milieu, pour répondre aux exigences des producteurs, pour répondre aux exigences des transformateurs, également aux exigences des consommateurs. Utiles pour l'alimentation et son rendement, ces variétés permettent aussi de lutter efficacement contre la famine et la pauvreté. C'est le cas avec cette coopérative de femmes productrices d'Atiéké à Bouaké. Leur principale matière première est la variété de manioc Boku.
au niveau de la transformation, il n'y a pas de problème. Parce que c'est des variétés qui donnent du bon à Tchéké. Et même on peut le consommer en futu, en placari, en gari. On a un contrat avec quelqu'un où on est en train de fournir, aujourd'hui on est en train de fournir 20 tonnes d'Atchéké qui doit partir hors de la Côte d'Ivoire. Donc avec ces variétés, c'est seulement que ces variétés que nous traitons. Ce qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, nous, notre souci là, il faut que la femme, la jeune fille, ait de l'argent pour ne pas se divaguer dans beaucoup de choses. La coopérative de Viviane produit chaque 2 jours environ 10 tonnes d'attiqués destinés au marché national et international. Une source de revenus sûrs pour ces femmes. Après l'igname, le manioc est la 2e culture vivrière en Côte d'Ivoire selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Elle estimait qu'en 2013, la consommation humaine de manioc en Côte d'Ivoire représentait 2,2 millions de tonnes et la consommation animale 115 000 tonnes. Voilà, c'était à la découverte de beaucoup manioc au miracle, un sujet réalisé par Jean-Luc Bangbo. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, s'embellit. Vous allez le voir. Le district d'Abidjan a lancé 3 opérations: ravalement des façades des grandes artères, le planting d'arbres et l'aménagement de 100 carrefours. L'objectif, bien sûr, est de donner un visage reluisant à la perle des lagunes et l'opération va coûter 2 milliards de francs CFA au district, comme nous le rapporte Issa Tchonayeo. Le district d'Abidjan veut faire de la capitale économique une ville de référence dans le monde, tant au niveau de l'embellissement que de la propriété. 3 opérations, notamment le ravalement des façades des grandes artères, le planting d'arbres et l'aménagement des 100 carrefours, ont vu le jour. Une visite guidée des boulevards de France et Latri de Cocody jusqu'à la place Akwaba de Port-Boué, en passant par les 220 logements d'Adjamé, William Civil et le boulevard Valérie jusqu'à Destin de Marcory. Le constat est net. Abidjan est en train de vêtir de nouveaux habits. Dans chaque commune, tous les maires vont répertorier toutes les avenues qui sont nécessaires pour le planting d'arbres. Tout ce qui est espace vert, parce qu'il y a des jardins qui ont été détruits. Là, notre travail va consister à les réhabiliter. Différentes couleurs sont retenues pour créer l'harmonie dans le district d'Abidjan. Les boulevards Latri et France de Cocody vêtus de blanc. Les tours d'Adjamé, 220 logements en jaune. Les bordures de la grande artère du boulevard Valérie jusqu'à Destin en rouge blanc cassé. Une harmonie visuelle et resplendissante qui ne laisse personne indifférent. Bon, je pense que ces espaces, ça nous permet de mieux respirer. Donc nous devons en prendre soin et conserver. On voit l'espace bien fleuri, ça nous fait du bien, ça donne un cadre vraiment agréable à voir. Pour réussir une telle opération, le ministre-gouverneur du district, Robert Begremambé, compte sur la mobilisation de tous les maires. Dans cette opération, les maires ont été associés dès le départ. C'est nous qui avons désigné les immeubles qui doivent être avalés. Alors, il faut aussi préciser que pour les endroits à déguerpir dans les différents carrefours, les maires ont été mis à contribution pour envoyer les mises en demeure. Voilà, le carrefour de Koumassi, le carrefour de Marcory, tous les carrefours qui sont encombrés ont reçu des mises en demeure. Pour ce qui est des plantings d'arbres, voilà, les maires ont choisi aussi les endroits où les plantings d'arbres doivent avoir lieu. La planète toute entière est menacée aujourd'hui par le réchauffement climatique. Le district d'Abidjan a, à cet effet, initié une opération de planting d'arbres. Ainsi, 50 000 arbres vont donc être plantés dans tout le district, avec pour objectif la restauration du paysage d'Abidjan afin qu'elle se constitue en véritable puits de carbone pour réduire les émissions des gaz à effet de serre. Quand tout est aménagé, quand la vie d'Abidjan est propre, il y a moins de maladies. C'est ça aussi l'importance. Ce programme d'embellissement de la ville d'Abidjan génère des emplois pour la jeunesse. Et je suis très content, ça permet aux jeunes d'avoir du boulot, de ne pas devenir délinquants comme les autres. Pour l'heure, l'opération a démarré dans 300 carrefours. Ce programme d'embellissement du paysage urbain d'Abidjan va coûter 2 milliards de francs CFA au district autonome d'Abidjan. Les participants du sommet 2017, Union africaine, Union européenne, prévu les 29 et 30 novembre prochains sur le bord de la lagune Ébrié, trouveront une capitale en plein essor où il fait bon vivre.
Et une capitale également où le gouvernement renforce la sécurité autour des détenus. Des travaux de réhabilitation ont été entrepris au sein de prisons et sur l'ensemble du pays. Dans la continuité donc de ces actions, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé, vient de remettre 15 véhicules et des cadenas sophistiqués au régisseur des prisons et de la Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi, Gabriel Zani signe ce reportage. 15 véhicules double cabine de type 4x4 d'une valeur de 285 millions de francs CFA ont été remis lors de la présente cérémonie à 15 régisseurs pour la première vague de rééquipement des établissements pénitentiaires. À cela, il faut ajouter des cadenas sophistiqués destinés aux 34 prisons du pays, des équipements techniques et matériels d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA en vue de renforcer la sécurité et la capacité de surveillance autour des prisons. À la suite des difficultés que nous avons rencontrées dans nos prisons avec la série d'évasions que nous avons connues, le Conseil national de sécurité et par la suite le gouvernement, prenant la pleine mesure de la situation, ont décidé de venir au secours des maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire en allouant des sommes importantes pour l'achat d'équipements, pour la réhabilitation des maisons d'arrêt et de correction et surtout pour l'équipement également des agents. Ces équipements viennent à point nommé pour les agents du milieu carcéral qui font face à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Les 15 établissements qui ont reçu ces véhicules ont les moyens qu'il faut aujourd'hui pour assumer pleinement leur mission. Ce que nous pouvons dire à l'endroit de M. le garde des Sceaux est de lui dire de ne pas se décourager. Le travail de l'agent pénitentiaire est difficile. C'est difficile. Le régisseur, il est seul. Quand je prends par exemple les maisons d'arrêt, comme la maison d'arrêt de Mans, qui a une capacité d'accueil de 160 détenus, et aujourd'hui avec 1300 détenus, je vous assure que ce n'est pas facile pour le régisseur. La majorité des prisons en Côte d'Ivoire date de l'époque coloniale. De 7 000 pensionnaires, la capacité totale d'accueil des prisons a atteint 14 000 aujourd'hui. D'où la nécessité de réhabilitation et de construction des infrastructures entamées par les autorités ivoiriennes. Nous partons pour l'ouest ivoirien où les responsables des grands commandements de l'armée étaient en tournée, précisément dans le Cavali. Ils ont échangé avec les troupes déployées sur le terrain et rassuré les populations après la crise foncière de la forêt classée de Gouin-Débé. Le reportage sur place d'Ève Bouy. C'est à Guiglo que les rencontres avec les différentes populations ont débuté. Ensuite, la délégation des chefs des grands commandements a parcouru les localités de Monan, un village situé à 5 km de Guiglo, puis Bleu-le-Quin et enfin Zéaglo, un village du département de Bleu-le-Quin. Au cours de toutes les étapes de cette tournée, les populations ont évoqué les craintes liées à leur sécurité. Elles ont en outre décrié la présence des chasseurs traditionnels appelés dozo dans les champs et sur les routes villageoises. Elles affirment qu'elles apprécient les efforts consentis par l'État pour assurer leur sécurité et pour le règlement définitif de la crise de la forêt classée du Gouin-Débé. Avec tout ce qu'ils viennent de nous dire, de 700 éléments ici chez nous à l'ouest, nous allons passer à 1000 éléments. Je pense que ça nous va droit au cœur. Nous sommes contents, on est satisfaits. Mais on a demandé que l'armée soit dotée d'un armement, puisque quand il y a 3 ou 4 militaires et qu'un seul a un fusil, il ne peut pas sécuriser la population. Le chef de délégation a pour sa part rassuré les différentes communautés quant à la garantie de la sécurité de tous. Il soutient que concernant les exactions commises, les enquêtes avancent. Pour la préoccupation liée à la présence des dozos, il rassure. Partout où nous sommes passés, ce problème a été soulevé, mais j'ai répondu à nos parents que dans les prochains jours, les grands commandements ici présents apporteront une solution à ce problème-là. Pour terminer, le chef d'état-major général salue l'esprit de courtoisie et de franchise des populations qui a prévalu au cours des échanges. Je note quelque chose, c'est la volonté de nos populations de vivre en paix. Et ça, c'est très important pour nous. J'ai lu, j'ai constaté cela dans les différentes interventions
dans toutes les localités où nous avons eu à échanger avec nos parents. Il faut rappeler que la crise actuelle a débuté sur le conflit foncier dans la forêt classée du Gwendébé entre des planteurs baoulés et des jeunes ouais. On dénombre à ce jour 9 morts, de nombreux blessés et des personnes portées disparues. Et cette crise de Gwendébé dans le département de Guiglo a entraîné des déplacements de populations originaires de la région du Nzi. Ces populations retranchées dans leur village maintenant souhaitent une résolution rapide de la crise en vue de leur retour. Et Jeanne Atoubi. Nous sommes le 4 octobre 2017. Ce jour-là, un fort contingent de déplacés fuyant les violences dans la forêt du Gwendébé, région de Guiglo, était accueilli au centre social de Dimokro, dans le dénuement total. Quelques heures plus tard, après le réconfort des autorités administratives, ils étaient accompagnés dans leur village d'origine, sur fond de solidarité. Plus d'un mois après, nous décidons d'aller sur leurs pas. Destination choisie, le village de Sekokokro, dans le département de Bokanda. Et Sekokokro est un village comme tous les autres qui composent la vieille Bokanda, identiques par la rudesse de leur climat, leur pauvreté et la difficulté à y vivre. Une fois arrivés, les déplacés venus de Guiglo ont redécouvert la dure réalité. La situation dans laquelle nous vivons ici au village est vraiment désastreuse, puisque le riz et l'igname précoce que les parents avaient cultivé, rien n'a réussi. Nos parents ne se sont pas apprêtés à nous accueillir, ce qui a fait que le côté nourriture nous crée beaucoup de problèmes ici à Sekokokro. Samedi 4 novembre, un mois à cette date que les déplacés sont venus grossir le nombre des habitants de Sekokokro. Ils sont aujourd'hui dans l'ennui et gagnés par le besoin, étrangers dans leur propre village. C'est dans cette atmosphère que le président du conseil régional du Nzi est arrivé pour exprimer sa compassion et sa solidarité. Nguessan Kofi Bernard a offert aux déplacés des vivres et des effets vestimentaires et fait aussi un don en numéraire en guise de soutien et d'assistance. Je voudrais remercier le chef Daniel qui a su maîtriser ses enfants. Que le gouvernement ferait quelque chose pour que vous puissiez retrouver vos champs, vos plantations et tous vos amis que vous avez laissés là-bas. Donc, nous a donné là, on est trop contents. Mais il y a des choses. On a des enfants qui vont à l'école. Maintenant, on a des problèmes. Ces enfants-là, ils vont partir. Quand ils vont partir aussi, ils vont manger quoi? Ce sont 350 personnes qui constituent le contingent des déplacés originaires de la région du Nzi. Parmi eux, des élèves au nombre de 61 qui ont été autorisés à s'inscrire dans les établissements de la région du Nzi sur instruction du directeur régional de l'éducation nationale de Dimokro, Konaté Alassane. On a été inscrit à Dimokro, donc on va partir, je remercie Dieu. À ce jour, il y a 14 inscrits au lycée moderne de Dimokro et au collège moderne. Malgré cette joie et ce bonheur du moment, les déplacés de Guiglo, nouvellement inscrits à Dimokro, devront faire face à une difficulté majeure: trouver un tuteur, dans un contexte où leurs parents eux-mêmes sont hébergés chez des tuteurs pour n'avoir pas construit dans les villages d'origine, une fois partis en Basse-Côte. Je vous livre maintenant ce communiqué qui nous vient du ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire. Il est ainsi libellé. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a appris avec une vive émotion et une grande indignation que des migrants issus d'Afrique subsaharienne sont vendus aux enchères comme esclaves en Libye. La République de Côte d'Ivoire considère que cette pratique d'une autre époque, d'un passé lointain et peu glorieux, constitue une grave violation des droits de l'homme, des libertés individuelles et de la dignité humaine.
Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire interpelle les autorités libyennes, l'Union africaine, l'Organisation internationale pour les migrations, les Nations unies et l'ensemble de la communauté internationale sur l'impérieuse nécessité que soit diligentée une enquête pour faire toute la lumière sur cette pratique ignoble et situer les responsabilités. La Côte d'Ivoire, hôte du 5e sommet UAUE, les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan, prendra toutes les dispositions en relation avec les commissions de l'UA, de l'UE et l'ensemble des pays membres pour que la question libyenne soit inscrite en bonne place de l'ordre du jour qui sera examiné à ce sommet. Dans le reste de l'actualité à présent, le Zimbabwe, où des manifestants ont investi la rue ce samedi à Harare, un rassemblement pacifique pour demander le départ du président Robert Mugabe, lâché de plus en plus par ses plus fidèles alliés. La mobilisation a été appuyée par l'armée qui a empêché la foule d'accéder au palais présidentiel. Ces manifestations anti-Mugabe clôturent ainsi une semaine de crise politique inédite au Zimbabwe, où l'armée a pris le contrôle du pays et a signé à résidence le chef de l'État, Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980. Autre crise qui est peut-être en voie d'être dénouée, le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri est arrivé comme prévu à Paris pour s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron ce samedi. Il a confirmé qu'il rentrerait au Liban au plus tard mercredi prochain pour participer aux célébrations de la fête nationale et c'est au Liban qu'il s'exprimera à propos de sa démission annoncée depuis Riyad le 4 novembre dernier. On va maintenant ouvrir la page culture de ce 20h avec la 5e édition de l'Africa Nova qui a eu lieu à Abidjan récemment. Les professionnels du secteur de la coiffure et de l'esthétique venus de plusieurs pays d'Afrique sont venus exprimer leur talent. On voit cela avec notre reporter Serge Koléa. Il était 21h17. C'est le titre de ce recueil de 12 poèmes écrit par Eric Kofo. Il développe des thèmes variés, mais d'actualité. Voilà, la réalisation, certainement, en a décidé ainsi. On y reviendra. Allez, on lance encore la 5e édition de Africa Nova qui a eu lieu à Abidjan récemment. Ce sont les professionnels du secteur de la coiffure et de l'esthétique venus de plusieurs pays et qui étaient en compétition. Plateforme de la beauté et de l'esthétique, Africa Nova a réuni à Abidjan coiffeurs et esthéticiens de 8 pays de la sous-région ouest africaine. 6 concours ont marqué l'événement. Fatou Diallo du Burkina Faso remporte le trophée de la coiffure traditionnelle. Le Burkina Faso avec André Anzi enlève également le trophée de l'intégration. Les coiffeurs et coiffeuses d'Abengourou de leur côté enlèvent les 4 prix nationaux, entre autres la coiffure variée, la coiffure artistique, l'esthétique et barbier. Pour Jeannette Sepi, cette 5e édition du Festival africain de la coiffure, de la création et de la beauté vise à faire la promotion du secteur. Il s'agit aussi de magnifier le beau tout en renforçant les liens entre les acteurs de la sous-région. Nous recherchons l'excellence dans le milieu de la coiffure. Nous voulons faire la promotion de ce secteur, le valoriser et permettre à tous ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont à la recherche d'emploi, qu'ils puissent s'intéresser au métier de la coiffure pour pouvoir avoir un emploi pour se suffire. Africa Nova ambitionne de faire de la coiffure et de l'esthétique un maillon essentiel du développement de l'Afrique. Bienvenue, Monsieur Eric Kofo. C'est l'heure de notre entretien. Il était 21h17. C'est le titre de votre recueil de poèmes. Et là, sur ce plateau, il est 20h33, peut-être 34 bientôt. Je vous invite maintenant sur le résumé de votre recueil et nous allons en parler par la suite. Il était 21h17. C'est le titre de ce recueil de 12 poèmes écrit par Eric Kofo. Il développe des thèmes variés, mais d'actualité tels que les grossesses en milieu scolaire, le tabagisme, l'insalubrité, le phénomène des enfants soldats, la réconciliation et bien d'autres sujets. Les titres tels que « Je suis une poubelle »,« La vraie go »,« Le 6e doigt » apparaissent comme un précieux sésame destiné à sensibiliser la jeunesse et à enseigner aux élèves les valeurs utiles à leur éducation.
Il était 21h17. Ce poème, au titre éponyme, exprime la douleur de l'auteur face à la disparition de sa génitrice, arrachée à son affection précisément à cette heure-là. Une heure qui a bouleversé son existence, mais qui est devenue un grand moment de méditation sur un monde qui part à la dérive. Éric Kofo est un passionné des lettres. Avec lui, l'univers merveilleux de la poésie n'a pas fini de livrer ses charmes. Entre rimes plates, rimes croisées, les strophes et les vers libres n'hésitent pas à se lâcher parfois. Éric Kofo est juriste de formation. Il est également scénariste, journaliste, producteur et publicitaire. Voilà, monsieur Éric Kofo, il était 21h17, on a entendu. C'est une histoire triste dont vous vous souvenez. Effectivement, c'est une histoire triste. Il s'agit, n'est-ce pas, du décès de ma génitrice qui est décédée l'année dernière, précisément le dimanche 24 avril 2016 à 21h17. Et là, vous racontez bien cette histoire à la page 18. On va lire la première strophe. Vous êtes poète? Oui. On va écouter donc le poète. La première strophe. Il était 21h17. Il était 21h17, heure d'horloger. Quand le réveil est passé en mode veille, quand les aiguilles de la montre ont fini par se braquer de fil en aiguille, quand on n'a plus le cœur à l'ouvrage de mettre les pendules à l'heure. Il était 21h17. Alors, que retenez-vous de votre mère et quelle image vous a-t-elle laissé des autres femmes? Ben, c'est une femme, en tout cas au grand cœur, une brave femme. Voilà, j'aimerais véritablement lui rendre hommage et saluer sa mémoire. Cette brave femme, du nom de Veuve Kofo, née Bassa Yegake Jeanne. Une femme au grand cœur. Une femme au grand cœur, une femme courageuse, une femme brillante. 21h17 est aussi une façon pour vous donc de célébrer la vie, donc la suprématie de la vie sur la mort. Parce que quand on lit vos différents poèmes, on a l'impression qu'on va de l'espoir du désespoir à l'espoir vers la fin de l'ouvrage. C'est bien cela. Parce que comme on le dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut jamais désespérer, il ne faut pas se complaire, n'est-ce pas, dans une situation de désespoir. Mais il faut pouvoir, bien entendu, espérer et mettre sa foi en l'Éternel. Et vous, aujourd'hui, vous avez réussi à surmonter cette situation difficile, la disparition de votre mère. Alors, quand vous parlez de célébration de la vie sur la mort, la suprématie de la vie sur la mort, alors vous dépeignez certains mots tels que le tabagisme, la grossesse, les grossesses en milieu scolaire. On a également l'insalubrité. Alors, comment venir à bout de tous ces mots selon vous? Ben, pour venir à bout, n'est-ce pas, de tous ces mots, c'est très simple. Il faut pouvoir sensibiliser les populations. Commençons par le tabagisme rapidement. Le tabagisme, vous savez que c'est quelque chose de nuisible. C'est nuisible et ça fait des dégâts, le cancer de poumon et les gens en meurent. Et il faut pouvoir sensibiliser les jeunes gens pour ne pas, n'est-ce pas, qu'ils se livrent au tabagisme. Et cela, par rapport à cela, l'État doit pouvoir s'impliquer. Il faut une réelle volonté politique. Et l'État le fait à travers les sensibilisations, les séances, les différentes actions sont menées. Vous, qu'est-ce que vous apportez de différent pour que certainement le message passe? Ce que j'apporte de différent, c'est que moi, je vais, n'est-ce pas, à la racine du mal. C'est-à-dire que la sensibilisation doit se faire, n'est-ce pas, au plus bas niveau. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec les jeunes, puisque c'est eux qui sont les fumeurs de demain. Voilà, il faut commencer avec eux et leur expliquer, n'est-ce pas, le côté néfaste, n'est-ce pas, du tabagisme. Il y a aussi les grossesses en milieu scolaire. Les grossesses en milieu scolaire, effectivement, c'est quelque chose de vraiment d'inadmissible. Des jeunes filles, n'est-ce pas, qui sont scolarisées, qui sont détournées, qui sont engrossées. Vraiment, c'est pas du tout bien. Vous êtes du domaine, vous avez fait un tour au niveau de l'enseignement supérieur. Oui. Alors, certainement que vous avez des témoignages. Et quelles sont les actions à mener de façon concrète? Parce que, allez-y. Les actions à mener de façon concrète, c'est, je vais dire tout d'abord, la sensibilisation. Ça, c'est fait. La sensibilisation, il faut accentuer la sensibilisation parce qu'on n'en fait pas assez. Vous comprenez?
Voilà, c'est un peu cela. D'accord. La poubelle s'invite aussi dans le débat, le dialogue avec les lecteurs. Et on va essayer de voir comment la poubelle cause avec les lecteurs. C'est à la page 14. La page 14, effectivement. Vous avez retrouvé à la page 14. Oui. Je suis une poubelle. Moi, je ne suis pas une poubelle. D'accord, moi non plus, d'ailleurs. Allez-y. Et donc, la poubelle parle. La poubelle parle et, je vais dire, s'adresse, n'est-ce pas, aux citoyens. Je suis une poubelle disposée à accueillir toutes les ordures. Il n'y a pas plus hospitalier que moi, je vous l'assure. Telle une sentinelle postée au coin de la rue, j'épie les moindres faits et gestes des passants en tombant souvent des nues. Je suis une poubelle. Alors, je suis une poubelle. La poubelle qui est en train de parler aux citoyens. Quand la poubelle, n'est-ce pas, s'adresse aux citoyens, c'est que véritablement l'heure est grave. Donc il y a un problème d'indiscipline. L'indiscipline est caractérisée. Finalement, quand on vous suit dans votre ouvrage, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire votre recueil, on a l'impression que vous emmenez vos lecteurs à faire un voyage dans un monde où j'ai envie de dire idéal, presque idéal, où il n'y a pas d'insalubrité, où il n'y a pas de tabagisme, où il n'y a pas de grossesse en milieu scolaire. En un mot, il n'y a aucun mot, M-A-U-X. Ce monde-là, il existe, vous le pensez? Écoutez, on ne peut pas, n'est-ce pas, atteindre la perfection, mais au moins on peut tendre vers la perfection. Et en tant que poète, je veux dire, c'est mon rôle. Je suis la voix des sans-voix. Je décris, n'est-ce pas, tout ce qui ne va pas dans la société. Et ce que je constate, et ça il faut que je le dise, je constate véritablement qu'il y a un problème de changement de mentalité au niveau des populations, n'est-ce pas, relativement à l'insalubrité, mais c'est inconcevable qu'on puisse vivre, n'est-ce pas, dans un cadre malsain et si complet. Et à votre niveau, l'action que vous menez, c'est à partir de l'écrit, la poésie. Le message pour vous sera entendu. La poésie, souvent difficile. On pense que c'est un genre littéraire très difficile parce que vous nous amenez à rêver, c'est de l'abstraction. Mais justement, ce recueil de poèmes, n'est-ce pas, nous avons simplifié la chose. Parce que nous savons que, bien entendu, le citoyen lambda, n'est-ce pas, a une idée, n'est-ce pas, un peu voilà, vous adoptez un style simple. Un style simple, vraiment léger et c'est compréhensible. Et ce que je veux dire, quiconque n'aime pas la poésie, à travers ce recueil de poèmes, trouvera de bonnes raisons de se réconcilier avec ce genre littéraire. Et vous m'avez conquis. Moi, je t'ai déjà réconcilié, mais vous m'avez encore plus conquis. Alors, merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture, M. Éric Kofo. Merci pour ce message d'espoir. Il ne faut jamais désespérer. Vous avez réussi à surmonter votre épreuve. Et donc, par la poésie, on peut rêver. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Il est 20h40 passées. Il n'était pas 21h17. Vous allez retenir 7h et peut-être ça va vous inspirer pour un autre recueil de poèmes, cet entretien que nous venons d'avoir. Oui, forcément, un ouvrage, n'est-ce pas, de ce type est un véritable outil didactique, pédagogique et éducatif, n'est-ce pas, pour la jeunesse. Merci beaucoup. C'est important. Monsieur Éric Kofo, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Ne décrochez pas, le programme se poursuit sur RTI 1.